Je m'appelle Quentin Alaise, je suis maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2 depuis 2019. Mon parcours a été assez typique parce que j'ai su très rapidement que je voulais faire de la recherche. J'ai fait l'université, je suis allé à l'Université de Clermont-Auvergne. J'ai réalisé licence, je suis allé en L3 en Angleterre pendant un an parce que je savais que je voulais faire de la recherche. Une licence de quoi, du coup? Licence en psycho. En psycho, ok. C'était général. Nous, on n'avait pas, à Clermont-Ferrand, il n'y a pas de distinction vraiment. Ok. En fait, on englobe les sciences cognitives avec la psychologie. Ensuite, j'ai fait un master, toujours en revenant après sur Clermont-Ferrand. Un doctorat aussi toujours à Clermont-Ferrand. Et ensuite, je suis allé une année à Lyon en tant que chargé de TD, en sorte, c'est ATER. Ouais. Et ensuite, j'ai été sélectionné en tant que maître de conférence à l'université Lumière Lyon 2, où je travaille depuis du coup 2020. Je pense que j'ai toujours apprécié essayer de disséquer les mécanismes qui sont à l'origine de nos perceptions et de nos comportements. Je trouve ça fou de mieux réussir à se connaître soi-même, mais aussi de mieux comprendre le comportement des autres via ces études-là. Alors, j'ai eu un parcours scolaire assez chaotique. J'étais pas du tout destiné à ça initialement. J'étais plutôt mauvais élève. Ok. Et en fait, je suis allé en première année de psychologie parce que j'étais curieux et je savais pas trop ce qu'il y avait derrière vraiment ça. Et en fait, ça a été vraiment une révélation pour moi. J'ai pas vraiment d'explication rationnelle. Je suis allé dans le cours enfin, à mes premiers cours et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, vraiment. Je veux donner cours et je veux aussi faire de la recherche. Ça m'a vraiment passionné. Et voilà, j'aurais pas d'explication. Ouais, c'est très subjectif, je Durant pense. vos études, vous avez eu un déclic. Ouais, dès la première année, hein, Dès dès la la première première année. année, dès les premiers cours, je savais que c'était ce que je voulais faire. Alors j'ai fait deux mémoires, un en master 1 et un en master 2 parce que quand j'étais étudiant à l'époque, c'était en master 2 qu'on accédait au master professionnalisant. Et donc du coup j'en ai fait deux, je donne les deux. Le premier c'était sur le fait de donner des caractéristiques positives ou négatives à une personne sur une ligne mentale. Donc en fait, on sait qu'on utilise une ligne mentale avec tout ce qui est la numérosité. Si on biaise la vision d'une personne, il va avoir tendance à trouver que, par exemple, si on biaise vers la droite, il va juger qu'il y a plus d'éléments que si on biaise vers la gauche. Et donc à partir de ça, on s'est demandé si socialement, on pouvait biaiser lors d'une rencontre avec quelqu'un. On va le trouver plus gentil, plus ceci, plus cela, parce qu'on biaisait le champ visuel vers la droite ou vers la gauche. Ok, d'accord. Et la seconde, le second mémoire, c'était sur la perception du temps, donc vraiment l'objectif de ma thèse et de mes recherches actuelles, et l'influence de l'attention sur la perception du temps, notamment chez l'enfant. On a fait des études chez l'enfant, on a démontré que l'attention arrivait à prédire les distorsions temporelles. Et parmi les deux, lequel avez-vous le plus apprécié et pourquoi? Je pense que j'ai plus apprécié le second, et pas uniquement parce que c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui, Ouais. mais parce que en fait c'était la première fois où j'ai eu la responsabilité d'une étude de A à Z, Ok. et j'ai trouvé ça assez passionnant avec tout ce que ça implique, mais j'ai bien aimé le fait de me dire ça c'est à moi, c'est mon travail et j'en suis responsable. Oui, alors du coup l'Angleterre pendant un an, D'accord. et ensuite j'ai réalisé plusieurs conférences à l'international. Alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de voyage, c'est souvent Ouais. 3-4 jours, mais oui, Ouais, j'ai c'est fait déjà la Grèce, l'Angleterre plusieurs fois, Ok. en dehors de cette année-là de cours de L3. L'Allemagne, et beaucoup en France aussi. Voilà, après, j'ai pas encore une très très grosse carrière, mais Est-ce que vous appréciez ça ou est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, ce genre d'opportunité de pouvoir partager votre métier, on va dire, dans ces voyages? la communication, c'est pas ce que je préfère. Je trouve ça toujours un peu stressant de partir. Souvent, en plus, on doit partir dans le week-end pour être là-bas en début de semaine. Non, pour être très franc, c'est pas la partie que je préfère. Après, quand j'y suis, j'aime bien. Ouais, J'aime bien. C'est vrai que avoir l'occasion de présenter ses travaux, c'est une aubaine et c'est très important la communication dans la recherche. Mais
actuellement, c'est vrai que c'est peut-être là où je faute un peu plus, c'est pas ce que je préfère. Au niveau des résultats, je pense que c'est la toute première expérience que j'ai menée qui m'a le plus tenu en haleine, parce que c'était la première expérience que je réalisais, et puis j'avais l'impression d'avoir un savoir pour une fois que encore personne ne pouvait avoir jusqu'à ce que je publie. Je trouvais que c'était ça avait un côté assez grisant. Mais sinon, en fait, à vrai dire, si on parle que de mes recherches, c'est tout le temps la recherche que je n'ai pas faite c'est celle que je réalise en ce moment, qui me tient le plus en haleine parce que c'est en cours et je ne sais pas ce que ça va donner. Et une fois qu'elle est réalisée et que j'ai publié, ouais, après ça a tendance à, je vois tout le temps la suite, en quelque sorte. Bah, je pense qu'il faut un petit peu de rigueur, il faut s'investir dans la recherche. Mais très sincèrement, j'essaie vraiment d'être le plus sincère possible. Je pense qu'il n'y a pas de prérequis. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert, on peut tout apprendre, que ce soit dans les statistiques, la rédaction d'articles. Au début, il y a des gens effectivement de base qui arrivent mieux que d'autres, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit nécessaire de base. À partir de quand on aime la recherche et qu'on s'y investit, tout est possible, je pense vraiment. Et en termes de qualité humaine, je sais pas, peut-être de relationnel avec les autres, est-ce que vous, durant votre parcours, vous avez dû développer certaines compétences ou qualités par rapport à ça? C'est une bonne question. Avant, je pense que j'étais plus dans le travail groupal, et en fait, j'ai remarqué que, j'ai remarqué vis-à-vis de comment je travaillais que, en fait, j'avais tendance à travailler un petit peu plus seul sur certaines thématiques. Et à l'inverse, je me fais happer par des chercheurs qui veulent beaucoup travailler en collaboration. Et donc, du coup, ça fait dévier aussi les champs de recherche un petit peu. Ah oui, ma spécialité, c'est la perception du temps. Je me suis beaucoup intéressé du haut de ma petite carrière jusqu'à aujourd'hui, vraiment d'un point de vue très fondamental et cognitif. Quels sont les mécanismes sous-jacents à la perception du temps? Mon objectif ayant été, là, cette année, très récemment, d'avoir créé un nouveau modèle cognitif en réseau de neurones de perception du temps qui soit capable de prendre en considération l'attention, la mémoire, la plasticité neurale, etc. des enfants, enfin pas mal de facteurs. Donc ça, c'était quand même un certain succès parce que le modèle, il explique quand même 90% des perceptions du temps, des biais de perception. Et aujourd'hui, plus ça va et plus j'essaie d'appliquer, parce que souvent quand j'en parle, on me dit « Ok, mais c'est quoi l'implication ?» Et je me dis « c'est fondamental, au moins on sait comment ça fonctionne, mais c'est vrai que derrière, voilà, il y a accepté de dire, voilà, on sait qu'il y a ça, donc pour les personnes vieillissantes ou pour ceux qui ont du retard. Mais de plus en plus, là je travaille sur les comportements compulsifs, les gens qui n'arrivent pas à avoir conscience du temps dans des moments où ils sont par exemple les sportifs de haut niveau, qui consacrent énormément de temps à leur sport, qui n'ont même pas la sensation de passer du temps à faire du sport, ou trop peu, systématiquement. Les jeux vidéo, qui chez les adolescents est vraiment très problématique. Et aussi des comportements, les comportements alimentaires, la perception du temps face aux aliments pour essayer d'avoir une perception du temps soit augmentée, soit diminuée par rapport aux troubles que l'on peut rencontrer. Par exemple, les personnes qui sont anorexiques vont avoir l'impression qu'elles vont rester très 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 longtemps à table parce qu'ils ne favorisent pas la prise alimentaire. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir voir si c'est les mêmes mécanismes que ceux que l'on connaît déjà pour pouvoir moduler un petit peu ces comportements et essayer de pouvoir les faire revenir un peu dans le réel, ou en tout cas dans un temps plus physique tel qu'il est, plus que subjectif qui ne passe pas, quoi. Ok, et juste une petite question supplémentaire. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce domaine du temps? Est-ce que c'est un choix de votre part ou c'est une opportunité que vous avez eue? Très sincèrement, c'est une opportunité qui m'a été donnée par le professeur Sylvie Drevolet, mon ancienne directrice de thèse. En fait, j'ai travaillé dans le cadre d'une commission européenne. Enfin, il y avait un financement pour la thèse. Et du coup, j'ai été invité à travailler sur cette thématique-là du développement de la perception du temps. Mais le problème, c'est que j'ai été piqué et je me suis vraiment pris au jeu. Et je travaille encore dessus aujourd'hui. C'est vrai qu'en dehors du métier, on a quand même peu de temps restant.
Mais j'aurais envie de répondre les animaux. J'adore passer du temps avec les animaux. Je sais que ça peut paraître simple et un peu bête, Ouais, mais non, c'est... j'aime beaucoup ça. Et la cuisine. Si j'avais plus de temps, je cuisinerais plus, je pense aussi. Ok. Je sais pas si on va être dans un entretien Non, d'embauche. très Alors, on va commencer par les plus grands défauts, excepté ma dépendance à la caféine, hein. Je dirais que mon plus grand défaut, enfin c'est assez subjectif, hein, systématique, enfin souvent ces questions-là, mais Ouais. je pense que je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'ai une vie de famille, j'ai une vie sociale, mais c'est vrai que j'aime bien souvent, des fois, plutôt que de sortir, de faire la fête, de profiter, j'aime bien me retrouver seul avec moi-même. En fait. Mais vous considérez que c'est un défaut, des fois? Bah, pour moi, non, mais pour Ah, ok. beaucoup de gens, Ok, oui. ok, ouais. Parce que, ouais, je sais pas. Non, personnellement, moi, non, mais je sais Ouais, que ouais. pour les autres, ouais, souvent, Ok. en fait, comprennent pas trop. Et sinon, votre qualité, votre plus grande qualité. Mes plus grandes qualités, je pense être. J'essaie de répondre dans le travail. Je pense, enfin, dans le travail et personnellement, je pense être quelqu'un de être très à l'écoute et attentif. Ok. Je dis ça parce que souvent mes étudiants me remercient à la fin des cours de leur laisser plus de temps pour revenir sur les diapositives ou Mhm. je leur laisse poser vraiment, enfin, je leur laisse vraiment poser les questions. Après, c'est aussi dans l'objectif. Enfin, je sais pas si c'est vraiment finalement, comment dire, dans ce cadre-là, un atout parce que finalement je le fais surtout parce que j'ai envie de me dire voilà, j'ai pas fait 2 heures pour rien, je veux que le plus de monde Bien sûr. possible ait compris le cours et du coup je suis très attaché à ça. Alors, ouais, globalement, je suis quand même très content de là où j'ai pu en venir. Déjà parce que j'ai dit que, je vous l'ai déjà mentionné avant, j'étais pas du tout destiné à ce futur-là, je pense. Ça a beaucoup surpris mes parents que j'aille aussi loin dans les études, vu comment c'était parti. Mais du coup, ouais, je suis particulièrement fier du fait d'avoir été maître de conférence aussi jeune. Ouais. Là, je suis même en train de réaliser ma HDR pour devenir professeur des universités. Donc, ouais, franchement, je suis vraiment fier de moi. Après, j'ai quand même, malgré tout, des objectifs. C'est comme je le disais tout à l'heure, un peu plus m'orienter sur des études sur le terrain pour pas que mes études soient uniquement quelque chose de cognitif, de fondamental. J'aimerais bien trouver plus de répercussions sur mes études et avoir une influence sociétale un petit peu pour les gens, pour le bien-être. Bah ouais, je pense que ce serait ma femme qui m'accompagne tout le temps, qui, peu importe ce qui lui arrive, elle a tout le temps le sourire, toujours à l'écoute, pour même me venir en aide, alors que des fois elle a du travail, elle me dira, ah bah là, tes diapositives, c'est pas bien les couleurs, comment tu les as accordées. Donc ouais, je pense que je dirais ma compagne, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Une expérience ultime que j'aimerais mener, mais c'est pas tant un problème de fond, mais c'est plus un problème de participants, parce que mes participants, je pense que j'en aurais un et encore, ils mourraient de lassitude. J'aimerais beaucoup analyser la perception du temps pour les durées longues, parce qu'en fait, il y a un gros biais dans la littérature qui existe actuellement, c'est qu'on a une connaissance de la perception du temps, des durées fondamentalement courtes qui vont jusqu'à 4 secondes, quoi, pas plus. Et en fait, on émet des théories, on fait des modèles, tous plus complexes les uns que les autres, mais en fait, on ne sait même pas ce qui se passe au-delà pour plusieurs minutes, etc. J'aimerais beaucoup analyser des durées très longues, même si ça serait sans doute compliqué pour le participant, et aussi, pourquoi pas, la perception du temps après le sommeil, parce qu'on sait qu'il y a des phénomènes mnésiques qui se passent, de consolidation. Est-ce que ça change la perception du temps? Est-ce qu'on est toujours sur un même modèle? Est-ce que ce sont les mêmes mécanismes? Ce serait ça, si je pouvais le faire, ce serait ce type d'expérience-là que je réaliserais. Bah, je pense que j'essaierai d'aller en Arctique pendant que ça existe encore. Ok. Pour quelle raison? Bah, parce qu'après, j'aurais plus la chance de le voir et j'aimerais bien, vu que j'aime beaucoup les animaux, j'aimerais bien observer un petit peu des ours polaires. Ok. Ça me passionnerait. Je sais pas si je sais pas si on aura encore beaucoup de temps pour le faire, donc c'est vrai que ça serait plutôt là où j'irais. Sinon, le Panama. Le Panama, c'est sympa aussi.
Bah, par rapport à, je reviens une nouvelle fois à ce passif de l'école que j'avais, je pense que les professeurs et les instituteurs ont un grand pouvoir dans dans la façon dont ils peuvent changer la perspective des enfants sur leur perception d'eux-mêmes et la perception qu'ils ont de leur intelligence. Et je me dirais, je pense qu'il faut croire en soi et qu'il n'y a pas que l'intelligence, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'effort et beaucoup de monde peut y parvenir s'il a envie de fournir les efforts nécessaires. Ouh, 10 ans, c'est loin. 10 ans, je me verrais déjà professeur des universités. Pourquoi pas toujours à Lyon, parce que j'aime bien cette université. Euh, et puis après, je me verrais bien ouais, plus peut-être que j'aurais suffisamment de fonds aussi pour m'acheter une maison et vivre un petit peu plus à la campagne, faire mon potager. Bah, au risque de me répéter, je pense que je vais revenir sur ce que j'ai dit préalablement, sur si j'avais pu me parler à moi-même avant. Il y a des études en psychologie qui font la distinction entre l'intelligence malléable et l'intelligence fixiste. Et en fait, les personnes qui ont une intelligence fixiste, c'est ceux qui se disent, bah, par exemple en mathématiques, je suis fort en mathématiques parce que c'est quelque chose d'un peu inné. Et le problème quand on a une représentation fixiste de l'intelligence, c'est qu'en fait, bah non seulement on va fournir moins d'efforts dans les apprentissages, parce que c'est censé être quelque chose d'inné, mais aussi si on a une représentation qui est fixiste, dès lors qu'on va être face à un échec, on va baisser les bras, parce que du coup, bah, on n'a pas le truc inné qui fait qu'en fait, on pensait qu'on était bon. Et c'est important du coup d'avoir cette représentation au cours des études. D'ailleurs, les recherches montrent que ceux qui ont une représentation malléable vont plus loin dans les études. Okay. C'est important d'avoir cette représentation malléable de l'intelligence. C'est pas parce que vous faites face à un échec que vous ne pouvez pas y arriver. Il faut juste fournir davantage d'efforts pour y parvenir. Et en dehors des efforts aussi, voilà, l'échec ne vous définit pas. Et voilà, tout est question de fournir des efforts pour réussir. Et vraiment, ça, c'est la clé du succès des études, je crois vraiment. C'est ça que je dirais aux étudiants. Donc la recherche, même s'il y a des gens qui se disent « bah moi, je ne sais pas trop écrire, etc. », tout s'apprend, vraiment. Psychologie. Ni l'un ni l'autre. Je ne les utilise pas. Dopamine. Quantitative. Psychométrie. Anglais. De travail. Talk. Connexionnisme. Appliqué. Ah, les deux sont importants. Frontal. Je pense, même si j'aime beaucoup mes étudiants, faire de la recherche.